Vous avez peut-être entendu parler, voire même participé, aux rencontres européennes ufologiques, voire même mondiales, qui se sont déroulées à Châlons-en-Champagne en 2005. Cet événement, qui a duré 3 jours, a réuni plus de 200 personnalités du monde ufologique provenant de 18 pays différents. Il y avait près d'une centaine de stands. Cet événement a été une première et pour l'instant le seul. Il a été suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs en Allemagne, car ces rencontres ufologiques ont été en partie retransmises en direct. En France, ce sont plus de 100 journalistes qui ont couvert cet événement. Ces rencontres ont été réalisées par M. Lebas, M. Comtesse, donc président des repas ufologiques, et Alain Blanchard, enquêteur ufologique depuis plus de 20 ans. Dans cette vidéo, vous allez voir la conférence de Marie-Thérèse de Brosse qui va vous parler des extraterrestres, des abductions et d'autres choses. Donc, tout ce qui est lié aux abductions, donc, ce sont des personnes, des humains, qui se sont fait enlever par des extraterrestres, donc avec différents cas, différentes observations que Marie-Thérèse de Brosse va vous expliquer. Et je vous garantis qu'elle vous explique correctement. Elle fait de superbes conférences. Je vous laisse donc regarder celle-ci. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que autant on a des photos d'OVNI, on a des observations d'éco-radars, on a des éco-radars, on a des traces au sol pour les OVNI. Dans le dossier des enlèvements, il n'y a rien, il n'y a jamais eu de photos d'entités abductrices, il n'y a jamais eu de photos de sujets en train de se léviter et de rentrer dans l'OVNI. Tout repose sur les témoignages. Je vais être obligée d'aller très vite parce que c'est un dossier lourd et compliqué. Alors, grosso modo, il y a eu tout ce phénomène OVNI. Les ufologues ont remarqué qu'il y avait d'observations d'humanoïdes. On en est venu à se dire que peut-être les engins étaient pilotés par des extraterrestres. Les ufologues américains, qui tenaient de loin le haut du pavé de l'ufologie, ne voulaient pas qu'on laisse circuler ces informations parce qu'ils avaient un but très précis, parce qu'il y avait un phénomène OVNI. Ils voulaient que l'armée américaine et que le gouvernement prennent au sérieux ce phénomène. Ils ne voulaient surtout pas être taxés d'allumer. Ils se disaient, à la grande époque de l'ufologie, c'est-à-dire tout début des années 50, même à la fin des années 40, si nous voulons être pris au sérieux, amenons le dossier le plus concret possible. Quitte à cacher des choses que nous savons, nous devons être reconnus par les autorités américaines. Vous avez vu que ça n'a pas très bien marché, cette manœuvre-là. Mais au fil des enquêtes, non seulement on s'apercevait qu'il y avait des êtres, hein, entre guillemets, qui se posaient sur Terre, et qui se livraient différentes activités. Selon les cas, ils semblaient prélever des échantillons du sol, prélever des échantillons de la végétation, comme dans le célèbre cas français de Maurice Mas, avec ses plants de lavanda. Dans certains cas, ils étaient agressifs avec les témoins. On a quand même beaucoup de sujets qui ont été agressés. Et puis, par la suite, il semblait que des sujets dignes de foi, alors qu'ils vaquaient à des occupations tout à fait normales, c'est-à-dire conduire une voiture, se livrer à la pêche sur une petite barque, disparaissaient. Et quand ils reprenaient conscience d'eux-mêmes, un certain temps s'était écoulé, un temps dont ils n'avaient aucun souvenir. Je suis obligée d'aller très très vite, hein, c'est ce qu'on appelait le missing time. Le cas le plus célèbre, parce qu'il a été étudié très sérieusement, et on peut dire que c'est le cas fondateur des OVNI, c'est le cas de Betty et Barney Hill, en 1961, qui roulaient en voiture
Ils ont vu une lumière bizarre, encore une fois je compacte. Betty avait Barney avait des jumelles dans sa voiture. Ils observent ce phénomène, arrêtent la voiture. Il semblerait que Barney sorte de la voiture pour s'approcher du phénomène qui s'est posé, se souviennent de rien, et ils se retrouvent dans leur voiture, quelques dizaines de miles plus loin. 2h30 du temps se sont écoulés, ils n'ont aucun souvenir, ils commencent à être perturbés par des cauchemars récurrents. Ils vont voir un psy, et là c'est une chance du dossier d'ufologie, c'est que le cas de Betty Barney il a été investigué sous hypnose par le docteur Simon, qui était un psychiatre excessivement sérieux, qui évidemment ne s'intéressait pas aux ovnis, ce qui est très très bon quand on explore les cas pour un hypnotiseur, et qui, stupéfait, entend exactement le même récit sous hypnose de la bouche de Betty et de Barney, de l'homme et de la femme, qui en est inconscient de se souvenir de rien. Et il raconte qu'ils ont été emmenés à bord d'un vaisseau. Bon, je suis obligé d'aller très vite. Les cas se sont tellement multipliés qu'il y a eu aux États-Unis, on pensait qu'il y avait quand même on pensait quelques centaines de cas, quelques milliers. Puis très vite, les ufologues ont été débordés par le nombre de témoignages, ils ne pouvaient même plus les enquêter, ils se contentaient de les archiver. Il y en avait trop qui arrivaient. Alors il y a eu un sondage qui a été fait, un sondage à l'échelon national, de population américaine adulte, bien sûr, Hawaï et l'Alaska exceptés. Et selon ce sondage, on s'aperçoit au stupeur que 2,7% de la population américaine présente tous les critères de l'enlèvement par les extraterrestres, entre guillemets. Là-dessus, il y a un congrès, c'est une date très importante qui se tient au MIT, sous l'instigation d'une haute sommité, le professeur Pritchard, physicien spécialiste des hautes énergies, et du docteur John Mack, psychiatre fort réputé, séminaire tenu dans le plus grand secret, interdiction de diffuser l'information publique, etc., dont les attendus ont été envoyés à pratiquement toute la communauté des psys, des travailleurs sociaux, parce qu'il faut savoir que les gens qui vivent les phénomènes des abductions, c'est l'autre façon d'appeler les enlèvements, présentent des troubles après qu'on a pu comparer aux troubles qu'ont subis les vétérans du Vietnam, c'est-à-dire des gens qui ont été confrontés à des situations de guerre, de prison, de meurtre, d'assassinat, de sang, de guerre. Il y a que vous stresser et d'avoir des symptômes qui vous poursuivent après. Alors, ces gens qui vivent ces aventures qui semblent complètement imaginaires et issus de récits du fantastique présentent exactement les mêmes troubles. Ils commencent à développer des phobies, ils ont peur. Dans d'autres cas, j'ai étudié très longuement ça, ils ont d'autres répercussions qui sont beaucoup plus bénéfiques et il semble que leur psychisme et leur orientation intellectuelle et spirituelle aient été modifiés. Alors, donc je vous disais tout de suite que ce que vous allez voir, ce sont des illustrations faites par les témoins et dans de rares cas, des illustrations d'artistes. La chose importante, nous n'avons pas de photos. Alors, ce que vous allez voir, nous allons faire défiler quelques têtes d'aliens. Moi, je préfère le mot alien parce que ça a à la fois la connotation de étranger à notre culture et un peu étrange, plus que extraterrestre, parce que les extraterrestres, on ne sait pas si ce sont des extraterrestres. Alors là, c'est un cas très intéressant, c'est celui de Betty Andreasson. C'est une femme, en plus elle est douée pour le dessin. Très souvent, vous avez des abductés, c'est pas le sujet enlevé, qui n'ont aucun don et qui se découvrent des dons extraordinaires. Moi, dans mes dossiers, j'ai travaillé avec à peu près 500 abductés. Et je dois reconnaître qu'il y a certains qui ont développé des dons de dessin, des dons de guérison, des dons de musique, des dons de langue. Il y a des gens qui n'ont développé aucun don. Mais j'ai personnellement plus tendance à faire confiance et à croire et à m'investir dans le cas des gens qui
présentent une modification, une modification après leur expérience. Alors vous voyez ces entités qui ressortent toutes là, qui rentrent à travers les murs. Ça, c'est assez archétypal également comme situation. Le sujet est dans son lit et voit, en général, il y a un phénomène lumineux. Le phénomène de l'enlèvement commence d'abord par une sollicitation lumineuse qui vous fait rentrer dans un état modifié de conscience. Mais quelquefois, on voit des petits êtres tout à fait étranges et qui sont souvent terrifiants. Ça, c'est la formule la plus classique, ce qu'on appelle les gris, des petits êtres qui font 1,20 m, la peau grise et ses grands yeux. Alors là, voilà, situation classique de l'enlever. Et vous comprenez que c'est très difficile de raconter quand on a vécu ce genre de choses, parce que qui peut vous croire? Les premiers enlevés qui avaient le courage de parler de leur aventure, j'aime autant vous dire que quelqu'un qui vit ça ne veut pas que ça se sache. Ça, c'est un grand critère. En général, les vrais adultes ne cherchent pas la publicité. Je dis bien en général. Il y a toujours des exceptions. Quand vous allez raconter que vous étiez dans votre lit, que d'un seul coup vous vous êtes senti léviter, que vous êtes passé à travers les murs, ou selon les cas, à travers le toit, pour vous retrouver dans ce qui semblerait être l'intérieur d'un ovni, c'est difficilement crédible. Et c'était très difficilement crédible, surtout il y a 25 ans quand j'ai commencé à travailler sur le dossier. Et je voudrais vous dire que sur le plan du marché du travail, quand on sait qu'un de ses employés raconte j'ai passé à travers les murs, continue, pour rentrer dans un ovni, la situation de l'emploi est un petit peu fragilisée. Voilà, alors, voilà. Bon, alors voilà, classique entité décrite par le témoin. Ça, c'est un artiste, c'est fait par le sujet. Voilà, alors là, c'est toujours la même Betty Andreasson, c'est un cas que j'aime beaucoup, qui est extraordinairement riche, et elle décrit précisément, elle les a vus avec beauté, avec des uniformes, pas tous, d'ailleurs certains, et elle décrit leurs yeux si particuliers. Et là, c'est absolument extraordinaire, ce sont les petits aliens qu'elle a vus gambader, comme s'ils allaient faire du saute-mouton, avant de rentrer, toujours, à travers les murs chez elle, et il n'y a pas qu'elle qui les a vus, elle n'était pas seule, donc c'est pas une hallucination qui lui est propre, puisque en psychologie, le terme d'hallucination collective n'existe pas, puisque sa famille les a vus. Bon, alors là, maintenant, ce sont le genre d'entités qu'on décrivait au début du phénomène. Je veux dire, le phénomène a beaucoup évolué. Au début, les entités qui apparaissaient étaient comme des cosmonautes avec un appareil, comme s'ils ne pouvaient pas supporter de respirer notre oxygène. Maintenant, on les voit, c'est fini, ils n'ont plus besoin de scaphandres, ils n'ont plus besoin de réservoir d'oxygène, c'est comme s'ils vivaient très bien dans l'atmosphère de notre planète. Ah, ça, c'est un superbe cas. Alors là, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les nordiques. Vous voyez, c'est pas du tout les vilains petits gris, c'est les grands blonds, les grands blonds aux yeux bleus. Tout ça, c'est fait d'après les descriptions de Travis Walton, qui a eu une chose très importante, parce que Travis Walton a été enlevé devant, c'est très rare, devant 5 témoins. Ah, ça c'est déjà un peu plus désagréable, et le cas que je vais vous développer longuement, qui est un des cas les plus extraordinaires sur lesquels j'ai travaillé, a été confronté à ce genre d'entité qu'on appelle selon les cas soit des aroïdes, soit des reptiliens. C'est ce qu'on appelle les mantes religieuses. Cela n'est pas terriblement mantes religieuses, même comme ça a été fait par un témoin d'après ses souvenirs. Le sujet dont je vais vous parler a été confronté à des sauterelles géantes de 3,50 m de haut. Alors là, voilà une forme beaucoup plus classique de reptiliens. Ce sont des gens ce sont des créatures dont le corps est comme couvert d'écailles. Ils sont particulièrement repoussants et souvent laissent, d'après les témoignages, une odeur très déplaisante après leur visite. Voilà encore une autre forme de reptilien, du genre de celle qui aurait enlevé le sujet dont je vais vous parler par la suite, mais elle, son reptilien, avait la caractéristique d'être rose, répugnant, menaçant, avec des grandes griffes, et d'avoir laissé une odeur de terre pourrie mélangée de menthe, et qui a resté 3 jours dans la maison, qui reste 3 jours chaque fois qu'il se manifeste. Ça, c'est le cas très célèbre de l'enlèvement de Linda Cortillet, pour ceux qui connaissent le cas de Linda, qui est le grand cas de Bud Hopkins, pour lequel il y a eu 27 témoins différents, qui, sous les yeux de 2 gardes du corps d'un personnage politique très important,
aurait été enlevé du balcon, enfin de son appartement, en chemise de nuit, la nuit. Il s'est senti passer à travers les murs aussi. Elle s'est retrouvée dans l'OVNI, en chemise de nuit, suivie par des petits êtres, et il y a différentes personnes qui ont assisté à cet enlèvement. Enlèvement pour lequel Budd se donnait un mal de chien, parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les enquêtes sur les enlèvements sont très longues, très difficiles, parce que les sujets qui ont vécu quelque chose ne parlent pas facilement, et c'est la moindre des choses d'aller vérifier. Par exemple, pour ceux qui ont lu mon livre, je me suis longuement étendue sur le cas d'une physicienne qui s'appelle Sarah, une Canadienne. Elle me racontait des choses tellement extravagantes que j'ai essayé de vérifier, Sarah Swift étant son pseudonyme, hein, elle a le droit d'avoir la paix, maximum. Par exemple, moi j'ai vu une jeune femme ravissante assez costaude, et je la voyais déplacer des armoires à glace. Enfin, elle est plus petite que moi, nettement plus petite, elle m'arrive là. Et elle me disait toujours, mais avant mes enlèvements, je pouvais à peine porter mon cartable pour aller à l'école, tout le monde le savait. Évidemment, j'ai vérifié avec la famille, avec ses copines de classe, avec des photos. C'était un être frêle comme tout, mais maintenant, elle a une musculature qui ne peut pas s'expliquer par le bodybuilding parce qu'elle a eu d'autres modifications beaucoup plus dérangeantes. Donc il ne faut jamais accepter ce qu'on vous dit parce qu'il y a des choses qu'on peut vérifier. Quand il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas vérifier, il y a des choses qui se vérifient. Là, c'est également l'enlèvement de Travis Walton, celui qui a été enlevé devant ses copains, qui a quand même disparu 5 jours. Et il s'est retrouvé complètement déshydraté, comme ça arrive souvent, dans une station-service, à quelques kilomètres de sa maison, en état de choc. C'est par la suite que les souvenirs lui sont revenus. Mais lui, c'est un des rares cas, et c'est important, qui a essayé de résister. C'est-à-dire que lorsque les gens sont enlevés, ils sont dociles comme des moutons. Je vais prendre une comparaison volontairement odieuse. Exactement lorsque les Juifs se sont fait rappeler par les nazis, on s'est aperçu, évidemment, elle risquait leur coup encore plus, mais qu'ils se laissaient faire comme des moutons. Travis Walton a essayé de prendre une barre de fer, il a essayé de lutter, mais évidemment ça ne sert à rien de lutter contre ces gens. Alors ça c'est un autre moment d'enlèvement où le sujet enlevé va être soumis à différents examens, soit de son cerveau, soit de son corps. Alors là les témoignages sont quand même excessivement déplaisants parce que selon les cas on vous dit qu'on leur a prélever des morceaux de chair, des morceaux de gencives, qu'on leur a introduit différents appareils, donc différents organes, y compris les plus intimes, qu'on leur a introduit des seringues, généralement du côté de l'œil, dans l'œil ou derrière l'oreille, seringue au bout de laquelle il y avait une sorte de petite boule, et quand les aliens retiraient la seringue, la petite boule avait disparu. C'est ce qu'on appelle maintenant les implants, chose très mystérieuse dont nous allons parler, mais je vais très vite. Lorsque les enlevés se retrouvent à l'intérieur du vaisseau, où ils subissent, d'après leur dire, des expériences à caractère nettement médico-sexuel, on s'intéresse surtout en priorité à leur système génital, on s'intéresse quelquefois beaucoup à leur cerveau aussi. On n'a jamais un cas d'examen du cœur, ce qui est très curieux. Et alors, à l'intérieur du vaisseau, il y a des bocaux remplis de liquide dans lesquels flottent des petits bébés, comme des fœtus. Dans d'autres cas, ces fœtus semblent développés, parce qu'on voit ce qu'on appelle maintenant dans la nouvelle thématique des enlèvements des hybrides, des êtres un petit peu loupés, qui tiennent à la fois de l'humain et de l'alien. Ils ont des grosses têtes, des cheveux très rares, ils ne parlent pas, ils sont muets, et les enlevés sont obligés de les tenir dans leurs bras comme si c'était leurs propres enfants. Et là, il y a des scènes déchirantes parce qu'il y a des femmes qui sont persuadées que ce sont leurs enfants, qu'on leur a volé leur enfant, que l'enfant est dans le vaisseau, et quand elles tiennent cet enfant, elles disent il a toute la connaissance du monde. Bon, alors, et là, ce sont les marques qui semblent correspondre aux examens. Alors, il faut être très prudent avec les... Alors, quelquefois, c'est comme des marques très, très violentes et très lâches, mais la plupart du temps, ce sont comme des dépressions dans la chair, comme si on avait creusé
la chair avec une petite cuillère, ça c'est encore une grosse marque. Voilà ce qu'on appelle les scoop marks, terme inventé par Bud Hopkins. C'est les scoop marks comme les cuillères à glace, vous savez, avec lesquelles on fait les glaces pour les enfants. Vous voyez, la chair est bien creusée, c'est rond. Bon. Alors il faut savoir que le premier qui a travaillé de façon très, très intéressante sur le sujet, c'est le docteur Bullard, qui est un folkloriste et qui a eu le courage, pour un universitaire, d'étudier 300 cas d'enlèvement, à peu près 300 cas, et il a déduit un schéma type sur lequel toute l'ufologie a fonctionné. Il a découpé l'enlèvement en 7 épisodes. Alors on va rentrer dans une chose un peu plus polémique. Alors très rapidement, l'enlèvement se passe de la façon suivante. D'abord il y a la capture, ensuite il y a l'examen médical avec des manipulations mentales et physiques. Mentales, c'est très souvent on examine le cerveau, on fait assister aux témoins à des scènes hallucinantes et très traumatisantes, généralement de destruction de la planète. Et on leur met dans la tête qu'ils sont là pour aider les terriens à prendre conscience qu'on risque de tout faire sauver, etc. Continue. Ah non, c'est moi qui continue, pardon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire les enlevés sont invités par le capitaine de vaisseau à visiter le vaisseau, et il leur explique, voilà, et il leur montre surtout la salle des machines. Ensuite, ils font un voyage spatial. La 6e étape est une théophanie, ça c'est l'étape la plus rare, sauf Betty Andreasson, il n'y a pas beaucoup de cas de théophanie, c'est-à-dire que pendant le moment où les gens sont dans l'OVNI, ils voient un être, ils ont comme un contact avec une divinité, et ça se semble se passer, un contact direct, divin, à l'insu des ravisseurs. C'est tout à fait spécial, mais ça c'est assez rare. Ensuite, il y a le retour sur Terre, qui est très souvent très brutal. Et enfin, le dernier épisode, ce sont les répercussions, c'est-à-dire tout ce que le sujet va montrer comme changement. Il y a du tout, hein. La plus souvent, ce sont des phobies, peur du noir, peur des salles d'hôpital, peur des médecins, peur des escaliers, peur des ascenseurs. Il y a toutes sortes de peurs, peur du noir. En général, les abductés ne peuvent pas dormir dans le noir, ils laissent une petite lumière allumée. Une peur qui se trahit par des comportements qu'il faut quand même prendre en compte quand on sait que ces gens ne les présentaient pas avant. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se fermer à clé chez eux. Ça ne sert à rien puisque les entités en principe passent à travers les murs. Ils déménagent en se disant que s'ils déménagent, on n'y retrouvera pas. Et puis vient la légende que peut-être ces petits implants qu'on leur met servent à les retrouver, comme nous faisons avec les oiseaux migrateurs ou les implants pour pouvoir les retrouver. Bon. Alors, maintenant, quand on regarde, le dossier bouge terriblement, énormément. Vous n'avez plus du tout, et moi déjà lorsque j'ai publié mon livre, j'ai pris ce distance de ce schéma fondateur, vous n'avez plus du tout les mêmes choses. Vous avez bien sûr toujours la capture pour bien se retrouver à un moment dans l'engin. Mais avant, les enlèvements se faisaient en général à l'extérieur. Maintenant, de plus en plus, on parle de bedroom visitors. Les gens sont enlevés dans leur chambre à coucher. Quelquefois même, ils ne vous parlent même plus de vie. Au début, ils disent tous, il y avait une lumière, on a vu, pas de vie. Par contre, l'examen médical existe toujours. Il n'y a plus de conférences. Ils sont soumis à des expériences de manipulation mentale, et alors là, les visions catastrophiques de la Terre continuent à être données, ce qui fait que la plupart du temps, les abductés ont une grande prise de conscience écologique, en disant on martyrise la planète Terre, bien. La visite des machines n'existe plus, le voyage spatial, qui faisait le régal des gens que j'aimais tant, des grands contactés des années 50, est réduite à sa portion congrue. Il y a très peu, il y a quelquefois des cas, mais vous savez, à partir du moment où les informations circulent, même les gens de bonne volonté et de bonne foi piquent des informations et se disent mais moi aussi j'ai peut-être vécu ça, et c'est tout le travail des mauvais hypnotiseurs. Et là, la France, on est vraiment en dessous de tout, parce que je vois trop d'abductés venir me voir et me raconter des choses hallucinantes, les questionnaires abracadabrants qu'ils subissent
par des gens qui ne savent pas. On ne questionne pas un enlevé comme on questionne un sujet normal. Bon. Il faut faire très attention, pas seulement sous hypnose, mais dans l'entretien préalable, à ne pas déjà le mettre sur des fausses pistes. Tant pis s'il va mettre un temps fou à accoucher de son histoire. Tant pis s'il va la déguiser, parce que Paul Hopkins a, encore une fois, je lui rends hommage, a introduit cette notion très intéressante qu'on voit très souvent de spring memories, il vous en a parlé, des souvenirs écrans. On croit se souvenir de quelque chose et quand on creuse, par exemple, les sujets qui vous décrivent un accident d'automobile dans lequel ils sont pris, on vérifie, il n'y a pas eu d'accident, mais l'enquête policière est importante. J'ai été témoin d'un accident automobile, et après ça je me suis retrouvée dans une ambulance. Où est-ce que vous avez été témoin? Au carrefour de telle et telle route. Toujours là, pas d'accident. Vous voyez, il y a quand même, il ne faut pas brancher son magnétophone, il faut essayer de décoder ce qu'on vous dit. Et après ça, on a découvert que c'était un enlèvement. Il y a des gens qui voient, par exemple, le sujet dont je vais vous parler tout à l'heure, régulièrement, malheureusement c'est un cas très connu parce qu'il dit beaucoup de choses, voit régulièrement une chouette des neiges se poser sur sa fenêtre, où il voit une série d'oiseaux se poser sur le bord de sa fenêtre et qui frappent. Et c'est pour ça que délibérément, je vous ai projeté cette illustration où on voit une femme dans son lit, et vous vous rappelez, il y avait 3 petits êtres gris derrière la fenêtre. Puis ça se passe de la même façon, il voit les oiseaux frapper, lui, vous allez voir, c'est un cas très étonnant, et il les voit devant lui se transformer en alien. Bon. Le sujet a beaucoup évolué, mais il ne faut pas croire parce que ça semble à la fois du merveilleux, de l'impossible et de la science-fiction, que ce sont des gens débiles et naïfs qui vous racontent ça. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler un peu plus du docteur Carey Mullis, alors je vais le développer ici. J'aime bien citer à la charge cet extraordinaire témoin du dossier OVNI, du dossier enlèvement, parce que c'est un prix Nobel. Carey Mullis était l'esprit brillantissime qu'on qualifie le plus excentrique des prix Nobel. Il est son prix Nobel de chimie pour une invention qui a changé, on peut dire, vraiment tous les travaux sur la génétique actuelle et toutes les investigations judiciaires, puisqu'il a inventé cette technique qu'on appelle le PCR, c'est-à-dire la réaction de polymérisation en chaîne, c'est-à-dire qu'il peut, maintenant, c'est grâce à lui, qu'on peut dupliquer des séquences d'ADN. Quand vous avez un meurtre, et que la victime a essayé de se débattre, et qu'elle a, sous ses ongles, des petites rognures minuscules de peau, eh bien c'est grâce à Carey Mullis qu'on arrive à retrouver complètement l'ADN du meurtrier. D'ailleurs, Carey Mullis a été à l'origine de ce qui a mal tourné pour la vérité, mais du procès d'O.J. Simpson. Bien. Alors, Carey Mullis, son histoire est extraordinaire. Il a une maison où il aime beaucoup se retirer dans les bois en Californie. Et donc, il arrive de nuit. Et il fait comme tout bon américain, puisque c'est un chalet dans les bois, au milieu de la nature, il va faire son shopping dans le supermarché, et il pose toutes ses provisions sur le seuil de la maison, et il va dans un petit chalet d'aisance, où je rêve d'aller, moi je dis vraiment, mon rêve le plus fou, c'est d'aller dans les toilettes de Carey Mullis, qui est à même pas une 50aine de mètres de sa maison, et là il voit un raton laveur lumineux. Lui, en bon scientifique, il se dit, un raton laveur, ça doit être un hologramme. Et puis le raton laveur lui dit « Hello ». Et Carey Mullis répond « Hello ». Et là, il faut quand même savoir que c'est quand même courageux de publier. Là, je vais prendre un papier parce que je ne veux pas déformer ces papiers, ces propos. Il perd un peu conscience et il se retrouve à une trentaine de kilomètres de chez lui. Il n'a plus la torche qu'il avait pour arriver à son petit chalet. Il ne comprend pas comment il est là. Il garde ça dans sa tête et évidemment, il n'en parle à personne. Au cours de l'année suivante, sa fille Louise, « Papa, est-ce que tu me prêtes ta maison? Je prépare un examen. » Très bien. Et Louise arrive. Et évidemment, arrivant après une longue route, elle veut aller dans le petit chalet d'aisance de Carey Mullis. Et sur le chemin, qu'est-ce qu'il y a? Un raton laveur lumineux. Elle perd conscience et elle se retrouve, et ça c'est extraordinaire quand même, elle se retrouve exactement au même endroit, de la même route,
là aussi retrouver son père. Elle appelle son père pour lui dire qu'il fait venir le shérif, elle ne comprend rien, et son père lui dit surtout tais-toi, j'arrive. Il fait jurer à sa fille de ne rien dire, et là il lui lâche le morceau. Alors ça fait quand même 2 endroits. Bon, les années passent, Karim Ellis a son prix Nobel, on sait qu'on a toujours un prix Nobel bien après la découverte qu'on a faite, et il donne une petite fête dans sa maison. Et un de ses invités, belle tête universitaire aussi, décide également d'aller soulager sa vessie, non pas dans les bois, mais il se dirige vers le petit chalet d'aisance, et là il voit non pas un raton laveur, mais il voit un être lumineux très petit. Tout petit, luminescent, et il est pris d'une panique incoercible. Et avant quoi que ce soit, il saute dans sa voiture en emmenant un de ses amis, une folle, partons à toute vitesse, il rentre à son hôtel. Il s'enferme dans sa chambre d'hôtel, comme bon américain, il se plante devant sa télévision, et il se retrouve sur le parking de son hôtel, alors que normalement il était couché dans son lit, en tenue de nuit, il est habillé sur le parking de l'hôtel, pour autant qu'il sache il n'était pas somnambule, persuadé qu'il est retourné chez Karim Ellis. Ça lui semble tellement bizarre que le lendemain, il se rend chez Karim Ellis, craque le morceau, et Karim Ellis a eu le courage extraordinaire, c'est quand même du courage pour un prix Nobel, de publier un petit bouquin qui évidemment qui est excessivement difficile à trouver, qui s'appelle Dancing Naked in Mind of Fire, c'est-à-dire dans son nu dans les champs de l'esprit, où il raconte comment est-ce qu'il a eu son illumination pour trouver sa découverte en chimie, et il a le courage de raconter son aventure dans les plus grands détails. Et alors je vous dis ça, c'est pour ça que j'ai un papier, je ne veux pas le truquer, et il dit ceci: je ne pourrais pas publier un papier scientifique à ce sujet, car je ne peux faire aucune expérience. Je ne peux pas faire apparaître de raton laveur luminescent. Je ne peux demander à aucun établissement scientifique de m'en procurer pour les étudier. Je suis incapable de reproduire la façon dont je me suis perdu pendant plusieurs heures. Mais je ne nie pas ce qui est arrivé. La science qualifie d'anecdotique de tels événements parce que cela arrive seulement d'une façon qu'on ne peut reproduire. Mais c'est arrivé. Et je pense que quand un monsieur qui est prix Nobel a le courage de faire cette déclaration-là, on peut lui tirer son chapeau et prendre bonne note. Mais il faut savoir que bien sûr, il a parlé avec son ami physicien de ce genre d'aventure. Et ce physicien a une théorie que je trouve très intéressante, même si ça va déplaire à beaucoup de gens ici. Il dit qu'il croit tout à fait à une possibilité de physique multidimensionnelle au niveau macroscopique. Et voilà exactement ce qu'il écrit. Dans ce cadre, n'importe quoi peut arriver, et la vitesse de la lumière ne représente pas une barrière empêchant l'interaction avec d'autres cultures, auquel cas le fait d'enlever des gens et de les soumettre à d'autres expériences ne serait que de l'anthropologie à un niveau qui pour l'instant nous dépasse. Bien. Lui, Melis n'est pas de cet avis. Lui, pour Melis, il dit que il est hautement improbable, et ça me semble quand même frapper du sceau du bon sens, qu'une civilisation étrangère à la nôtre ait besoin de notre ADN, parce qu'il semblerait que tous les enlèvements aient pour but de prélever de l'ADN, de créer des hybrides qui, selon le dire de certains abductés, selon le credo de certains abductologues, seraient destinés à nous remplacer. Lui dit non. Ils n'ont pas besoin de nous, parce qu'une civilisation qui est capable de faire un tel voyage, ça rend totalement exclu l'hypothèse soutenue par des gens comme le docteur Jacobs, qui est pour des enlèvements purs et durs, des hybridations, ils sont méchants, ils veulent menacer la Terre, nous en expulser, etc. Pour Melis, une civilisation qui est capable de venir nous voir et de s'affranchir de la barrière espace-temps, elle pourrait, mais tout aussi facilement,
maîtriser les problèmes de la biochimie et n'aurait pas besoin de, au coup par coup, enlever des gens pour prélever des petits morceaux d'ADN, etc. Évidemment, ça c'est le grand écueil du dossier de ceux qui disent on est enlevé pour nous analyser, prendre notre ADN et créer. Vous pensez bien, même nous à notre époque, avec ce que fait la science, on sait que si on prélevait un petit morceau de joue, de cheveux, etc., on pourra fabriquer mon ADN. Bon, alors maintenant, nous allons arriver à, parce que j'ai aucune idée de l'heure, je voudrais quand même vous parler de... Ouh là là, alors tant pis, on va aller très vite, je vous parlerai pas d'autre chose. Bon, alors tout le monde, la photo suivante, malheureusement mes diapos sont suivis, ont disparu, c'est le cas de Jason Andrews. Jason Andrews, c'est sans doute un des cas les plus intéressants qui m'était donné d'étudier, à ceci près que je vais évidemment émettre quelques bémols. Alors, Jason, c'est un enfant très particulier qui naît, et ça a son importance, dans un milieu familial un peu bousculé, dans la mesure où ses parents ont toujours eu de grands problèmes d'argent, de chômage, d'être plus ou moins expulsés de leur domicile. Il y a déjà tout un contexte lourd. Jason, il est né en 83, et tout de suite, tout est très bizarre autour de ce gamin. D'abord, il a une naissance difficile. Alors, dans ce dossier, il y a ce qu'il raconte, lui et ses parents, ce que j'ai pu vérifier, et ce qui maintenant surgit et qui n'est pas tout à fait conforme avec la version initiale et ce que j'ai pu vérifier, mais enfin, c'est dans la nature des choses qu'elles embellissent avec les années, contrairement aux femmes. Alors, Jason, donc, né en 83, et pour ses 4 ans, ses parents donnent une partie chez lui. Tout ça, ça se passe très bien. Les petits invités s'en vont, et Jason s'endort sur le divan. Et puis, il y a des violents coups de tonnerre, des coups à la porte, qui réveillent son frère aîné, Daniel, qui a 4 ans de plus. Et Jason se lève comme un automate, et là on voit vraiment qu'il n'est pas dans un état normal. Et debout, les yeux fermés, il se met, alors qu'il n'a que 4 ans quand même, à débiter des suites de chiffres, de nombres, de formules algébriques, en utilisant une terminologie dont même son frère, qui avait 4 ans de plus, n'avait jamais entendu parler, et des vecteurs, et des bons. Ça dure à peu près 10 minutes, c'est très très long. Les parents sont complètement terrifiés, secouent l'enfant, qui continue à cracher ses chiffres. Et puis d'un seul coup, l'orage s'arrête, les coups s'arrêtent. Mais les coups avaient été tellement violents, je voulais vous dire, c'est important, que le père veut appeler la police. Alors il faut savoir que très souvent, les parents m'ont dit, nous avons appelé la police, et après vérification, ils ne l'ont pas appelé. Et quand je leur demande, mais enfin, vous dites que vous appelez la police, vous n'appelez pas la police, pourquoi? Ah, je ne peux pas appeler la police parce que ça serait encore pire si on leur disait. Bon, parce que là, ils disent qu'ils n'ont pas appelé la police. Je suis désolé, vous appelez la police, il y a des dépôts, il y a des mains courantes, il y a des choses, on peut vérifier. C'est un petit détail. Alors voilà Jason. Alors Jason, il faut savoir que sa mère, vous ne la voyez pas très bien là, Anne, qui est une femme exquise, mais elle fait à peu près 1,80 m de taille, et son père Paul, c'est la même chose. Donc ce sont 2 obèses, mais c'est une famille très chaleureuse. Très longtemps, Jason a été un bouton ambulant, il en avait partout, le pauvre chou. Un enfant très difficile, et qui était détesté en classe. Il n'avait pas d'amis, il était violent, agressif, très mauvais, même si maintenant on tente de le faire passer pour un saint. Ses camarades gardent le plus mauvais souvenir de lui, mais cet enfant était quand même bizarre, il avait très peur, il ne voulait jamais dormir, il ne voulait jamais dormir seul, il exigeait toujours de dormir dans le lit de sa mère, il était complètement scotché à sa mère en permanence, et d'ailleurs il y a un phénomène entre les deux qui est très fort, parce que vous posez une question à Jason, c'est la mère qui répond. Elle est quand même très protectrice, alors qu'elle se dit complètement protégée par Jason, qui est quand même
le grand chef et l'instructeur de tout. Vous allez voir, il va diriger le monde, il est là pour apprendre aux hybrides à vivre. Il fait du voyage, je vais très très vite, hein. Il fait du voyage astral, il se déplace absolument partout. Il m'a assuré qu'il avait vu le 11 septembre en avance et qu'il s'était rendu sur les lieux pour soigner les gens. Et il est absolument partout, il suffit de concentrer sa pensée parce que Jason a appris qu'il était un alien. Il ne le savait pas au début. Au début, lorsque je l'ai rencontré, il était totalement traumatisé par ce qu'il vivait. Moi, je reconnais que j'ai eu aussi des gens dans la salle qui sont au courant, parce que je les tenais au courant de mes aventures. J'ai été les voir très souvent, j'ai habité dans leur maison, où se passaient des phénomènes déplaisants, parce que j'ai fait une petite liste, voilà, j'aurais dû commencer par ça, des différents phénomènes qu'on retrouve dans le cas de Jason. Je vous les mets en vrac. Vous allez faire une salade de fruits, et voilà le cas de Jason. Vous trouvez des sauterelles géantes, des compagnons imaginaires, des walk-ins, des voyages dans l'astral, des cicatrices, des implants, fœtus manquants, rêves télépathiques, mutilation animale, fourmis géantes, poltergeist. Alors là, à n'en savoir que faire, et ça je peux témoigner. Aliens sous toutes les formes, parce qu'il y a des reptiliens, il y a des entités léonines, dont j'avais jamais entendu parler, qui viennent de civilisations qui ont 65 millions d'années. Il y a des mibes, il y a des enfants indigos, il y a des bébés volés par les extraterrestres, il y a des hélicoptères noirs qui survolent la maison. Bon, vous voyez que c'est un pot pourri de phénomènes, mais quand vous allez dans la bibliothèque de la mer, vous voyez ce qu'il a lu. Il est très difficile de savoir ce que quelqu'un lit quand il va sur Internet, à moins de fouiller, de faire une investigation policière, ce que je ne ferai jamais. Mais moi qui ai une énorme bibliothèque anglo-saxonne, c'est très facile pour moi de repérer les titres. Et au fur et à mesure de mes visites chez la famille Andrews, je voyais les récits s'enrichir au fur et à mesure que la bibliothèque s'enrichissait. Et je précise que ce sont des gens qui sont de bonne foi, mais ils incorporent, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des phénomènes tout à fait réels. Maintenant, évidemment, que la mère a lu Sitchin, alors maintenant on voit les Anunnaki et toute la mythologie sumérienne arriver. Donc tout est incorporé et Jason recycle tout ça. Alors il faut quand même que je vous donne des éléments positifs. Tout moi, par exemple, des phénomènes auxquels j'ai assisté. Dans le petit livre qu'il a fait paraître, d'ailleurs, Andrews me rend un hommage, je suis très touchée. Bon. La première fois que je vais chez eux, à l'époque, Jason était vraiment terrifié. Il lui arrivait de sales aventures. Il était soi-disant enlevé toutes les nuits. Moi, il se trouve qu'on me fait dormir dans la chambre à côté de la sienne. La maison ne sent pas très bon parce qu'il y a énormément de chats avec une odeur bien. Moi, j'aime pas beaucoup l'odeur de chat personnellement. J'avais une pile de livres, je suis insomniaque, je rentre dans ma chambre en me disant je vais lire. Et sur le coup de à peu près 3 heures du matin, j'entends des hurlements de loups. Les Jason vivent avec toute une... Les Andrews vivent avec toute une ménagerie. Là, c'est pas leur pseudonyme, hein, c'est leur vrai nom. Toute une ménagerie de chevaux, d'ânes, de chiens et de chats. Et les chiens, c'est pas n'importe quoi, c'est les bergers de Pyrénées. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des bêtes énormes. Et par la fenêtre, je vois les bergers des Pyrénées comme des chiens de cirque, faisant le beau, très très droit. Et j'attends. Moi, je vois rien. Je n'ai pas vu d'ovni, je n'ai pas vu de lumière, je n'ai rien vu. Mais ma chambre devient d'une chaleur intolérable. On est au mois de juin. Je touche le mur de ma chambre, il est brûlant. Je me dis, ils sont vraiment toqués, ils ont dû laisser le chauffage au maximum. Et à cette température-là, la chaudière va éclater. Et je sors de ma chambre, je me trouve sur un palier, je tape les murs pour savoir s'il y a des canalisations d'eau. Moi, mon radiateur était froid. Mais je me dis, il y a peut-être des canalisations qui sont ouvertes et le chauffage circule. Alors, tout ce que je peux dire, je ne suis pas rentrée dans la chambre de Jason, je ne suis pas complètement piquée. Cette maison qui était très chaude, le mur de l'extérieur de la chambre de Jason était vraiment très froid. Quand je dis froid, il était très froid.
c'est tout ce que je peux dire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Jason me dit « Ah, j'étais encore enlevé, etc. » Moi, je le prends à la blague. J'ai eu du mal à l'apprivoiser et à parler avec lui parce qu'il est très, très hard. Et il me raconte que, bon, comme d'habitude, il est enlevé, que moi je peux comprendre, de toute façon, ça n'intéresse personne. Ça me regarde que lui. Et je lui demande, mais pourquoi est-ce que le mur de ta chambre était froid? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Et sa mère répond, tout à fait naturellement, chaque fois que Jason est enlevé, le mur de sa chambre devient très froid. Vous êtes rentré à l'intérieur, jamais, mais c'est comme ça. Bon. Je demande à Jason, est-ce que j'ai envie de prendre une photo de toi? Elle me dit non, tu n'as pas le droit. Il est en principe, en permanence, gardé par les extraterrestres, dit-il, et les extraterrestres interdisaient que je prenne une photo. Je dis, c'est bien gentil, mon petit Jason, hein, il mouflait. Je prends mon appareil de photo, et mon appareil de photo se bloque. Ça, Anne Andrews le raconte dans son livre, c'est vrai. C'est complètement vrai. Je regarde, c'était avant le numérique. J'ai l'habitude, j'ai pris des photos dans le monde entier, j'ai jamais eu de problème, je regarde mon appareil et je veux prendre une photo, pas sur Jason, et je prends Madame Andrews, l'appareil marche très bien. Donc je redirige ma caméra vers Jason, encore une fois, l'appareil se bloque. J'ai dit, écoute Jason, sois sympathique, je t'ai écouté pendant des heures, ça fait 8 jours que je suis avec toi, j'ai envie d'une photo, je leur demande. Tu peux en prendre une. Et moi, évidemment, j'ai réagi un peu bêtement. Tout le monde a le droit d'être bête au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire, je prends mon appareil et, sans faire bien une mise au point, je prends tout de suite une photo de Jason. Ça marche parfaitement, je me dis, ça y est, mon appareil remarche. Je vais prendre une photo. Ce séjour-là, je n'ai pas pu prendre d'autres photos. J'ai pu prendre des photos de la mère, du frère, etc. Bon, ça c'est un phénomène, je dois à l'honnêteté de le dire. Bon, les phénomènes de poltergeist qui affectent leur maison, c'est classique, c'est les radios qui se mettent en marche toutes seules, même quand elles ne sont pas branchées sur le courant des radios qui ne sont pas transistors, c'est la télévision, il y a toutes sortes de choses. Il y a un autre portrait de Jason, je crois. Ah non, c'est là, il est avec une chercheuse italienne. Alors maintenant, le phénomène est complètement différent. Jason n'a plus peur de ces enlèvements, puisque Jason est devenu totalement ami avec les aliens. Il a découvert que lui-même il était alien. La famille a commencé à tout comprendre, et c'est là où ça s'est un petit peu gâté, lorsqu'ils assistent à une émission de télévision sur les régressions sous hypnose. Un sujet racontait qu'il faisait un trajet en voiture qu'il faisait normalement en 30 minutes, qu'il avait fait en 3h40, et qu'il ne comprenait pas pourquoi, et que comme d'habitude, l'hypnotiseur le révélait tout ce qui se passait. Le sujet n'était pas très connu à l'époque. Et Jason se met en colère et veut casser la télévision en disant « Cet homme-là est un crétin, il a la chance de ne pas se souvenir. Moi, je me souviens, c'est horrible, ils veulent m'enlever. » Il piquait tout le temps des crises de rage et de désespoir. Enfin, ça, un enfant, il faut savoir pourquoi il fait ça, mais enfin, ça, c'est quand même réel, c'était attesté par différentes personnes. Ils sont là, ils veulent m'enlever. Puis, au fur et à mesure, il vit des choses très étranges. Par exemple, devant témoin. Parce qu'il y a trop de choses qui sont non devant témoin, dont je ne parlerai pas. Et Jason est très bon cavalier, il a un très bon rapport avec les animaux en général, et les chevaux en particulier. Et Jason monte son cheval, et il fait une chute effroyable. Devant ses parents qui courent, etc. C'est une chute de cheval, ça fait quand même grave. Il se relève indemne et explique le plus sérieusement du monde: je prête mon corps aux aliens pour qu'ils savent ce que je sens. Alors, je leur permets tout. Ils avaient envie de faire une balade à cheval pour savoir comment je ressentais le vent dans mes oreilles, la chaleur de ils m'ont accru la chaleur du cheval sous mes cuisses, etc. Et puis ils ont voulu savoir ce qui se faisait ce que je ressentais quand je tombais. Et donc, ils m'ont fait tomber, mais là, quand même, la bêtise, c'était leur faute. Je n'ai pris aucune douleur. C'est eux qui ont pris leur douleur. Après tout, c'est eux qui voulaient que je tombe.
Ça, c'était encore le premier stade. Ensuite, Jason a découvert que lorsqu'il est né, en réalité, il était mort. Il est mort-né. Malheureusement, il n'y a pas de témoignage pour dire que le bébé était mort-né. L'enfant a fait une naissance difficile, mais enfin, il aurait quand même crié à la naissance. Donc, en général, les enfants mort-nés ne crient pas. Et il s'est très bien développé. Bon, alors, il serait mort-né. Et lui rôdait en tant qu'alien. Il avait repéré Anne. Et il avait décidé qu'il voulait que ce soit sa mère. Donc, il s'est immédiatement incorporé dans le corps de l'enfant. Seulement, lui, à la différence des autres walk-in, il ne se souvient pas de ses vies, ses incarnations précédentes. C'est pour ça qu'au début, il avait tellement peur des enlèvements. Après ça, ils se sont aperçus que les aliens le gardaient et qu'il ne pourrait jamais rien lui arriver, même lorsque les reptiliens venaient enlever sa mère. Alors, Anne, au début, elle n'avait rien du tout. Elle a quand même une lignée familiale intéressante, dans la mesure où elle a un grand-père qui parlait aux chevaux, dans la mesure où dans sa famille on voyait des fantômes, donc pour eux c'était très normal. Et au début, dit-elle, lorsque les aliens se manifestaient, elle pensait que c'était des fantômes, elle les voyait ou elle ne voyait pas, mais elle croyait que ce que Jason prenait pour des extraterrestres c'était en réalité les fantômes. Il y a un cimetière qui n'est pas très loin de chez eux. C'était les ombres des soldats, des défunts, des soldats qui étaient qui étaient enterrés là. Comment vous dire? Parce que le dossier est très compliqué. C'est très difficile d'en parler vite. Quand on parle rapidement des choses, on les trahit. Et la plupart des détails que je n'ai fait que suggérer méritent d'être vus en profondeur, dans la mesure où il y a 1001 encore phénomènes très bizarres associés à Jason que je n'ai pas évoqué ici, dont celui de phénomène d'écriture extraterrestre, et d'autres choses que je peux attester parce que c'est vrai. Les Andrews voulaient aller en Australie, ils n'ont pas d'argent. J'ai une très bonne amie qui habite l'Australie, et je lui ai demandé si elle pouvait recevoir la famille. C'est pas un cadeau, parce que recevoir deux êtres comme ça, et deux adolescents particulièrement difficiles, turbulents, très mal élevés, c'est pas évident. Mon amie est une femme délicieuse, elle a le cœur sur la main, elle me dit, mais bien sûr, surtout si ça vient de sa part. Et Jason, toujours, reste sur le lit, me dit, oh, je vais voir si la maison me plaît. Donc, je vais aller voyager en corps astral pour voir si la maison me plaît. Et Jason revient, la maison superbe, ta copine superbe, on va... Bon. Or, la chose qui est très bizarre, cette jeune femme, dont je peux dire le nom, c'est également son vrai nom, Isabelle de Beaumont, qui est absolument pas allumée, qui est très médium, qui a des expériences qui m'intéressent. Au niveau de la parapsychologie, elle a vraiment des perceptions très ouvertes. Je suis en rapport très constant avec elle, on s'échange des mails sans arrêt, parce qu'Australie, c'est quand même de téléphone. Elle me dit un jour, vous êtes tout à fait bizarre, figure-toi que j'ai vu, pendant que je faisais ma méditation, j'ai vu un adolescent boutonneux, à la limite de la petite vérole, mais avec un regard bleu intense, un bleu extraordinaire. Et je me demande si c'est pas celui que tu m'envoies. Or, je lui vais parler des yeux bleus extraordinaires, je ne vais pas parler du teint de Jason, parce qu'à l'époque de la puberté, les garçons pouvaient être couverts de boutons, et ça part après, c'était anecdotique, il est bien fichu. C'est quand même bizarre, mais il faut savoir que lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, cette famille qui n'avait jamais mis les pieds en Australie, je n'avais jamais montré de photos d'Isabelle. Jason a tout de suite été voir Isabelle en disant c'est toi que j'ai visité. Ça quand même, il faut quand même mettre ça au dossier, vous comprenez, ça c'est la moindre des honnêtetés. J'arrête parce que je pourrais parler de 1000 ans, alors tant pis, puisqu'il y a peu de temps, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Quand même, je voudrais dire, c'est quand même important, que dès le début, au moment où on a étudié les enlèvements, je ne parle pas des querelles avec les gens qui vous disent c'est entièrement du folklore, ça s'explique uniquement par
l'intervention, la connaissance de la science-fiction, à l'intérieur de ceux qui prenaient le dossier au sérieux sans savoir à quoi ça correspondait, il y a tout de suite eu deux écoles très différentes. L'une dite réaliste, c'est ce que j'appelle l'école pure et dure, qui prennent au pied de la lettre les examens tels que les décrivent les abductés, qui les décrivent en souvenir spontané et qui les décrivent sous hypnose. Parce qu'il faut quand même ne pas négliger que 30% des témoignages sont faits sans faire appel à la régulation hypnotique. Alors l'école dite réaliste disent les aliens sont là, se livrent à des manipulations génétiques, et on pousse plus loin le scénario le plus épouvantable, c'est celui du Dr Jacobs, mais ça c'est quand même une hypothèse. Il crée des hybrides, il va y avoir une première génération d'hybrides, qui vont être ratés, donc ils ne peuvent pas se montrer sur Terre parce qu'on va les repérer, parce qu'ils sont encore mal fichus, ils ont encore trop de caractère alien. Alors ils vont mélanger les hybrides avec encore d'autres humains, donc la race va se rapprocher de la race humaine jusqu'au moment où ils seront partout et ils pourront enfin nous évincer. Et puis il y a l'école que je qualifierais d'optimiste, qui se qualifiaient eux-mêmes de positive, c'est l'école de John Mack, qui dit non, les aliens ne sont pas du tout là pour nous détruire, ils sont là pour nous faire évoluer spirituellement. Voilà, très schématiquement. Et en conclusion, je voudrais citer une phrase d'un grand personnage que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de connaître, qui était Michel, qui disait « La réponse est la mort de l'intelligence ». Une fois que vous avez des réponses, vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'avez plus besoin de chercher. Et je crois que nous sommes sur Terre, entre autres, pour utiliser notre esprit et pour chercher à comprendre. Et moi, je suis ravie qu'on n'ait pas encore, personnellement, de solution au phénomène ovni, ni de solution au phénomène des enlevés. Ça va nous permettre de bosser, c'est quand même pour ça qu'on nous a donné un cerveau.